Bonjour à tous. Donc, nous avons travaillé l'année dernière sur la question du génie génétique et du consentement. Et ça nous paraissait une question importante. Et donc, nous allons vous expliquer pourquoi. Et on s'est appuyé sur la technique CRISPR-Cas9 en particulier. Donc voilà, nous avons choisi le thème de la génétique en lien avec la notion de consentement, car nous avons estimé que les modifications portées sur le génome, et en particulier celles qui sont transmises à la descendance, touchent au patrimoine génétique de l'humanité, et donc elles nous concernent tous individuellement. C'est pourquoi il nous semble judicieux de rappeler le premier article de la Déclaration universelle du génome humain et des droits de l'homme, ratifié par l'ONU en 1998. Le génome humain sous-tend à l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité. De quel droit peut-on intervenir sur le génome d'un homme ? A-t-on le droit de sélectionner certains caractères en modifiant génétiquement les embryons risquant d'être atteints de graves maladies génétiques ? Et donc, par extension, peut-on soigner les maladies gravement handicapantes en intervenant sur le génome ? Et enfin, a-t-on le droit d'utiliser la génétique à des fins de sélection des embryons ? Ce qui amène à la question, jusqu'à quel stade est-il éthique de modifier l'ADN d'un embryon ? Donc tout d'abord, nous commencerons en rappelant le serment d'Hippocrate qui veut que les médecins doivent tout faire pour soigner leurs patients, donc mettre en œuvre tout ce qui est possible dans l'unique but de les soigner. Nous nous poserons donc la question de l'intérêt des embryons et de leur descendance dans les modifications génétiques qui peuvent les toucher. Donc, comme Clara vous l'a rappelé, donc, on a pensé que les modifications génétiques qui impliquaient un embryon et donc des lignées familiales étaient une question de consentement importante. Donc nous allons parler de CRISPR-Cas9. Je pense que tout le monde ici en a entendu parler l'année dernière avec les jumelles chinoises Loulou et Nana. Donc depuis quelques années, les succès de la mise en place de la technique CRISPR-Cas9 qui a donné lieu à beaucoup d'essais cliniques, notamment cette année depuis qu'on a fait la présentation. Donc on est très heureuse que ce soit le nouveau thème de cette année. Ouvre de nouvelles possibilités pour soigner des maladies génétiques qui étaient jusqu'alors incurables. En effet, on a une enzyme qui s'appelle Cas9 qui va en fait être guidée sur l'ADN et va venir faire des coupures sur cet ADN-là. Et on va pouvoir choisir où est-ce qu'on va couper l'ADN et ainsi inactiver des gènes. Et donc c'est un système de réparation naturelle dans la cellule qui va venir en fait rejoindre les deux bouts de l'ADN. Et donc par exemple dans le cas des jumelles chinoises Loulou et Nana, donc elles c'était le récepteur CCR5 du sida qui était inactivé. Donc par exemple pour une des jumelles c'était les deux gènes les deux chromosomes de la paire qui ont été inactivés. Et pour la deuxième jumelle, c'était un seul des deux gènes. Et donc Lara vous reparlera de ce cas-là plus tard. Et donc on a pensé que en fait, c'était important parce qu'on a la notion d'embryon et d'individu, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on touche un embryon, c'est-à-dire avant 8 semaines de grossesse. Et donc les textes de loi dont Clara va vous parler concernent aujourd'hui l'individu et ne prennent pas en compte les nouveaux enjeux éthiques qui sont liés à CRISPR-Cas9 et à son application. Et cette technique aujourd'hui est porteuse de beaucoup d'espoir dans le domaine médical, notamment pour des maladies qui vont toucher un seul gène et qui avant étaient incurables, comme par exemple la myopathie de Duchenne, dont peut-être certains ont entendu parler, mais pas que. Il y a aussi des maladies pour lesquelles il y a des facteurs génétiques ou des facteurs... quand on va pouvoir modifier un gène ou inactiver un gène de prédominance, par exemple donc le sida, le cancer, les maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies-là, on peut... espérer des effets avec des techniques de génie génétique comme CRISPR-Cas9 et c'est pour ça qu'elles sont aujourd'hui beaucoup discutées en éthique. Donc, comme l'a souligné Pauline, je vais aborder la question le cadre juridique de la question du génie génique. Donc, tout d'abord avec l'article 13 de la Convention d'Oviedo, donc, qui est ratifié uniquement par 27 pays, dont la France, mais ce qui montre sa portée que très limitée. Qui dit qu'une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. Donc il est très clair, d'après ce texte, que le génie génique est interdit dans ces 27 pays, donc y compris en France. Alors que pourtant ce serait un moyen réellement efficace de soulager un grand nombre de malades et de faire régresser un certain nombre de maladies lourdement invalidantes au quotidien. Mais donc en interdisant de façon unilatérale la possibilité pour les gens atteints de ces maladies de se soigner, la question du consentement se pose de façon assez évidente.
Car en effet, il est interdit de consentir à quelque chose qui pourrait réellement nous aider, et ce au nom d'un intérêt supérieur que nous impose l'État, qui s'érige alors en géomètre, en décideur de ce qui est bon à la fois pour nous, mais aussi pour notre descendance, et plus généralement pour l'humanité. Ce débat dépasse donc le cadre du simple acte médical pour poser la question de notre responsabilité collective face aux capacités accrues que nous disposons pour traiter le génome humain. Et donc le biologiste Jean Rostand disait qu'il y a 50 ans « Je doute que l'homme soit suffisamment mûr pour prendre en main son destin chimique, mais le sera-t-il jamais ?» Cette question ne concerne donc pas seulement les malades, mais la société dans son intégralité. Et donc pour revenir là-dessus, on a travaillé plus précisément sur la thérapie génique germinale, donc qui concerne les embryons ou alors les gamètes, parce que la thérapie génique somatique, qui existe depuis très longtemps, engage le destin uniquement d'un individu et donc sa vie uniquement, et donc son génome, le génome uniquement de l'individu, alors que la thérapie génique somatique, germinale, utilisée sur les jumelles chinoises l'année dernière, engage en fait des lignées familiales complètes et un génome complet. Et donc c'est là que se pose la question du consentement des individus, donc pas uniquement d'un individu, mais également de la lignée familiale qui va en résulter. Et c'est pour ça qu'on estime que CRISPR-Cas9, c'est un outil qui est important, mais qui est également à encadrer éthiquement. Donc voilà, pour l'encadrement éthique, il se trouve notamment dans la Déclaration universelle du génome et des droits de l'homme, dont je vous avais parlé dans l'introduction, et donc ratifiée par l'ONU en 1998, qui indique que si conformément à la loi, une personne n'est pas en mesure d'exprimer son consentement, une recherche portant sur son génome ne peut être effectuée qu'au bénéfice direct de sa santé. Une recherche ne permettant pas d'escompter un bénéfice direct pour la santé ne peut être effectuée qu'à titre exceptionnel avec la plus grande retenue, en veillant à n'exposer l'intéressé qu'à un risque à une contrainte minimum, et si cette recherche est effectuée dans l'intérêt de la santé d'autres personnes, sous réserve qu'une telle recherche se fasse dans les conditions prévues par la loi et soit compatible avec la protection des droits individuels et de la personne concernée. Donc il semble évident que la sélection des embryons peut éviter de grandes souffrances dans les cas de maladies génétiques graves, mais la question aborde aussi la question des pathologies plus légères et qu'est-ce que cela peut signifier pour les individus touchés par cette maladie. Alors, il faut savoir que le génie génétique est déjà utilisé, donc par exemple pour éradiquer des maladies de famille, comme par exemple avec des cas de 2 bébés bulles aux États-Unis qui ont, eux, été traités avec CRISPR-Cas9 et qui ont pu rentrer chez eux après avoir retrouvé leur faculté immunitaire. Donc, ce qui montre que ce traitement a quand même des bénéfices non négligeables et qui peuvent être observés. Pourtant, cette prise de précaution juridique qui peut paraître un peu lourde et remise en question est justifiée par des dérives qui ont été faites, donc notamment le cas assez médiatisé de Loulou et Nana, qui sont deux jumelles chinoises dont l'ADN avait été modifié par CRISPR-Cas9 pour les immuniser contre le virus du VIH. Donc l'expérience est en elle-même relativement floue, il y a peu d'informations et c'est probablement il y a peu de doutes que l'expérience ait été menée, mais les résultats en sont encore assez incertains. Mais en tous les cas, nous pouvons fortement douter de la justification médicale de la manipulation, puisqu'il est aujourd'hui facilement évitable pour des enfants de parents porteurs du VIH d'être eux-mêmes atteints du VIH. Donc, de plus, le consentement de ces 2 bébés n'a jamais été demandé, puisque les manipulations ont été effectuées avant leur naissance. Donc, il est évident qu'il est possible d'agir sans le consentement d'un bébé ou d'un embryon ou d'un très jeune enfant, si nous pouvons juger qu'en grandissant, l'enfant ne pourra alors qu'approuver la démarche, ce qui correspond au consentement futur supposé. Mais ni pour Loulou ni pour Nana, supposer ce consentement est possible, car cette manipulation n'était absolument pas nécessaire pour leur vie, et surtout elle peut s'avérer dangereuse suite aux effets secondaires de CRISPR-Cas9, qu'on appelle les effets off-targets, qui sont un peu aléatoires et qui peuvent devenir eux-mêmes handicapants.
Donc la balance risque-bénéfice est clairement déséquilibrée, puisque d'un côté, il y a énormément de risques pour aucun bénéfice. Donc l'existence de ces deux fillettes n'est pas réellement une avancée médicale, mais plutôt une expérience scientifique à laquelle elles participent sans jamais avoir consenti, et dont l'existence même de ces filles est le fruit de cette expérience scientifique. Et donc, de plus, cette thérapie génique germinale les affectera, elles, toute leur vie, mais aussi également leur descendance. Et enfin, même si cette expérience peut conduire à imaginons que ce soit en réalité fait dans des meilleures conditions, on peut quand même remettre en question le fait d'utiliser uniquement des individus comme des moyens pour toute la communauté, et se demander si il est répréhensible d'utiliser quelques individus comme de réels cobayes humains au bénéfice du reste de la société. Bon, ce à quoi je pense que peu de gens sont favorables. Et voilà. Donc, juste pour conclure et ajouter quelques petits détails sur ce qu'a dit... Ah oui. Donc la question du consentement dans l'utilisation du génie génétique se pose jusqu'à la modification du génome d'un individu, puisque l'article 24 de la Déclaration universelle sur le génome et les droits de l'homme exprime bien cette crainte, puisqu'il rappelle que nous devons identifier les pratiques qui pourraient être contraires à la dignité humaine, telles que les interventions sur la lignée germinale, parce qu'en fait il y a une crainte d'eugénisme dans la communauté scientifique. Et d'ailleurs, après la naissance de Loulou et Nana, on a eu la demande d'un moratoire de 5 ans sur le génie génétique, c'est-à-dire que pendant 5 ans, les essais cliniques et les expériences sont très limitées pour en fait créer un cadre éthique autour de la technique. Et donc ça a été très important. Il y a également eu une réunion l'année dernière d'experts de l'OMS pour encadrer éthiquement, et d'ailleurs on a pu parler avec un des scientifiques qui a été invité à cette réunion. Et là-dessus, il nous a également rappelé, et je pense que c'est important, que certes, nous avons beaucoup parlé du génome qui sous-tend l'unité fondamentale de l'humanité, mais il y a également des mutations dans le génome, et donc il ne faut pas le sacraliser, et c'est un danger auquel on a été exposé aussi dans nos recherches. Il y a des mutations après tout le temps dans nos cellules, et tout au cours de notre vie, donc il faut également relativiser ce que nous disons là-dessus. Et donc, on a eu une condamnation quasi unanime par la communauté scientifique de CRISPR-Cas9 sur Loulou et Nana. Et en fait, on a constaté en faisant nos recherches qu'il n'y avait pas de texte de bioéthique largement approuvé, puisque comme vous l'a dit Clara, la Convention d'Oviedo n'est ratifiée que par 27 pays, et on n'a pas d'autre texte qui est vraiment ciblé sur ces méthodes-là. Et on pense que c'est important aujourd'hui de s'engager dans cette réflexion-là, et on est très contente que ce soit le nouveau thème de cette année, que vous allez pouvoir explorer encore bien plus que nous. Donc voilà, pour conclure, enfin, vraiment cette fois-ci, nous sommes aujourd'hui à l'aube de l'évolution majeure dans la question de la médecine et du traitement du génome, tout en ayant un vide législatif sur la façon dont cela doit être encadré, et qui est la porte ouverte à toutes les formes de dérive. Donc la législation en vigueur se contente de façon très peu efficace, puisque dans très peu de pays, mais de prohiber totalement toute intervention génétique, ce qui est contestable car elle prive implicitement de soins des personnes qui pourraient être soignées. En plus d'être discutable d'un point de vue éthique, elle peut l'être aussi d'un point de vue pragmatique, qui est de dire que fondamentalement, si des gens peuvent être soignés et voir leur quotidien réellement amélioré, pour eux et pour leur descendance, il peut être envisageable qu'ils se tournent vers des pays qui n'ont pas ratifié la Convention, et ainsi, ce qui est un peu la porte ouverte à toutes les dérives avec un marché illégal et irrégulier, et qu'il vaut mieux ne pas s'en occuper, pas se poser la question une fois que cela se sera installé, mais plutôt en amont. Et donc, la frontière entre la génétique uniquement dans un but médical pour soigner des maladies et l'eugénisme, qui est une réelle sélection des embryons selon des critères jugés par la société comme étant meilleurs, a une frontière relativement poreuse.
Et donc c'est pour ça que même nous avons abouti avec ce travaux en essayant de formuler une hypothèse sur quelle pourrait être cette frontière, bon, même si elle est très attaquable et relativement incomplète, qui serait de dire que la génétique pourrait être utilisée pour modifier le génome lorsqu'il s'agit de préserver la vie d'un individu et non de l'améliorer.